chapeau mauve préféré. Elle souriait à tout le monde, elle a mangé des petits fours, bu un peu de vin. C'était beau de la voir dans son élément à nouveau, une artiste qui exposait. Nous avons senti que nous avions réalisé une avancée majeure. Nous voulions l'aider à communiquer et nous voulions aider d'autres gens avec Alzheimer à communiquer. Nous sentions que c'était important. Pendant 3 ans, grâce à l'implication de Jenny, Jane, Tim et Robin, ces 4 étudiants dévoués, Hilda va donner naissance à 300 œuvres, peignant inlassablement, couvrant les murs de sa chambre et ceux des appartements de sa famille et de ses amis, avec ses couleurs vives et joyeuses. Puis, en février 1998, Hilda décède. En mémoire de sa mère, Berna crée la fondation Ilgos, qui attribue des bourses aux étudiants de l'Institut d'art de Chicago travaillant avec des personnes souffrant d'Alzheimer. Depuis sa création, 40 étudiants ont reçu cette bourse et lancé des activités de peinture, de lecture, de fabrication de livres et d'expression musicale dans des maisons de retraite et des accueils de jour de la région de Chicago. Est-ce que toute personne avec Alzheimer peut facilement participer à un atelier de dessin ou de peinture? Quelles sont les conditions de réussite? Nous nous sommes rendus dans des résidences spécialisées et des accueils de jour, parmi les plus en pointe en matière de prise en charge Alzheimer, pour voir quelle place était accordée à l'art et à la créativité. Dans cette résidence spécialisée Alzheimer de la banlieue de Bruxelles, l'art et les ateliers créatifs sont mis en place avec précaution. La priorité étant accordée à la reconstruction de l'estime de soi et au souci d'éviter toute situation d'échec ou de blocage. Monsieur Bernard, il faut juste enlever le petit bouchon. Oh, les bouchons. Ah oui. La créativité, c'est très difficile pour eux. Effectivement, ils peuvent avoir encore tout ce qui est notion de choix, savoir, ah ben voilà, je vais faire un objet, je vais le peindre en jaune ou en bleu. Mais au fur et à mesure de la maladie, malheureusement, ils n'ont plus cette créativité. On a ici une patiente qui faisait beaucoup de peinture. Si vous la mettez devant une feuille blanche, mais vous allez la rendre très très anxieuse. Or que si vous lui mettez un modèle de base, plus ce qu'on appelle par exemple un mandala ici, donc c'est un dessin qu'il faut colorier selon ses émotions, donc on choisit les couleurs, ce genre de choses. Le fait d'avoir un support va être plus sécurisant pour elle et en même temps ça va être valorisant parce qu'à la fin on lui montre que même si c'est différent de ses capacités d'avant, elle sait encore faire des choses. Ah bah alors. Depuis le début des années 90, en Amérique du Nord, des dizaines d'accueils de jour, d'hôpitaux et de résidences spécialisées ont mis en place des ateliers ou activités artistiques à l'attention des personnes Alzheimer. La présence d'un art-thérapeute permet d'obtenir des résultats surprenants. Je voudrais que vous me dessiniez vos souvenirs d'Honolulu, ce à quoi ça ressemblait. Honolulu? Est-ce que vous voulez commencer par la mer ou par les palmiers? L'art-thérapie permet d'amener le patient Alzheimer à un tout autre niveau. Pourtant, n'importe quel artiste ou ergothérapeute ne fera pas forcément un bon art-thérapeute, car il faut à la fois avoir un vrai sens artistique et une bonne connaissance de la maladie. Montrez-moi, colonel. Je veux voir un dessin d'Honolulu. Ma terrasse Votre terrasse? et mon jardin, Et votre jardin? Vous voulez me les dessiner? si c'est pas trop compliqué. Ce n'est jamais trop compliqué. Bon, alors, vous aviez un jardin et des fleurs.
Vous allez avoir besoin de vert pour l'herbe et de différentes couleurs pour les fleurs. Donc, choisissez les couleurs avec lesquelles vous aimeriez commencer. Une attitude bienveillante doit être créée dans le groupe pour inciter les participants à libérer leurs émotions et leur créativité. Les premiers traits jaillissent après une proposition créative du thérapeute qui s'appuie le plus souvent sur des photos, magazines ou reproductions de tableaux. Ils réussissent à créer et font du bon travail. Et ça fait remonter des souvenirs qui étaient enfouis au plus profond et de les ramener dans le présent. Ils retrouvent leur estime personnelle, leur humeur s'améliore. Et pour moi, c'est plus important que la couleur qu'ils vont choisir. On sait que le ciel est bleu ou a les couleurs du couchant. S'ils utilisent le noir parce qu'ils se sentent tristes, peu importe. Je veux qu'ils soient eux-mêmes. Je veux qu'ils dessinent ce qu'ils ressentent. Les infirmières, les médecins, le personnel d'entretien ou de service viennent tous voir ce qui se passe dans cet atelier. Et quand il est terminé, ils n'en reviennent pas. Ils se mettent à regarder ces gens d'une toute autre façon. Une personne ne sera peut-être pas capable de me raconter son voyage à Hawaï, mais lorsque je leur tends une feuille de papier et des pastels pour leur demander de me montrer leur voyage, ça devient tout d'un coup plus facile. C'est comme une clé qui déverrouille un souvenir qui était enfermé, un support ou une stimulation qui débloque des souvenirs auxquels ils n'étaient plus capables d'accéder. La maladie d'Alzheimer n'attaque pas tout de suite l'ensemble du cerveau. Il semblerait qu'elle touche d'abord les parties du cerveau qui mémorisent les souvenirs récents. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont Alzheimer se souviennent souvent mieux des choses d'un passé lointain et ont beaucoup de difficultés à apprendre de nouvelles choses. Certaines parties du cerveau sont atteintes beaucoup plus tard, celles reliées à la créativité. Il y a une partie du cerveau qu'on appelle le lobe pariétal, qui est touchée assez tard par la maladie. Et cette partie du cerveau est stimulée par des activités comme l'art ou la musique. L'hippocampe est touché, mais l'amygdale semble intacte, car les malades continuent d'exprimer leurs émotions. L'amygdale est ce noyau en forme d'amande au plus profond du cerveau, qui est très important pour l'expression et le contrôle des émotions. L'amygdale, qui reste intacte pendant toute la durée de la maladie, est le centre émotionnel. La partie du cerveau qui répond à l'art, aux expressions du visage, à quelqu'un qui vous dit « je vous aime ». L'art-thérapie est utilisée en Europe pour les publics Alzheimer depuis une dizaine d'années. C'est le cas en France, dans plusieurs accueils de jour de l'association France Alzheimer, comme ici, dans la banlieue parisienne. Voilà, c'est la lune jaune, la lune pleine. D'accord ? En plus, en rouge, parce qu'ils sont trop bleus. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, vous êtes en train de mettre en forme un fragment de cette histoire. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, j'aime beaucoup la poésie et je recherche cette lune sur un ciel. Alors vous avez le ciel, il y a la lune, vous avez commencé à faire ce pré vallonné et au loin le petit bout de la mer. Là, c'est aussi très petit. J'ai voulu refaire ça, mais j'ai un peu trop mélangé, quoi. Non, regardez, on reprend une même idée, vous voyez cette forme ici avec son pied, on la retrouve ici dans le plus grand, elle est déjà ici. Je vais essayer d'accompagner par une proposition la personne dans une quête, dans une forme de recherche, des fois toute simple, autour d'une forme, autour d'une couleur, comment cette forme peut se transformer, comment d'un seul coup elle peut parfois par hasard faire sens, et donc comment accompagner ce sens qui surgit, comment réinscrire la forme dans une production, c'est-à-dire en fait peut-être permettre à la personne de recréer une histoire imaginaire, parfois avec des références biographiques, mais de réinscrire sa production dans quelque chose qui fait sens pour elle et surtout dont elle est auteur. Je crois que l'essentiel de ma démarche tourne autour de cette notion de personne et d'auteur. C'est-à-dire que je ne cherche pas à affronter ou à transformer un état issu de la maladie, mais de trouver cette alliance possible avec cette personne et avec ses potentiels et ses spécificités.
Donc c'est, je crois, souvent des appels peut-être à des sensations physiques ou des réminiscences corporelles. L'Association France Alzheimer de Savoie, à Chambéry, propose un atelier bi-hebdomadaire de peinture, dessin et travail de la terre. Il est également ouvert à des personnes à différents stades de la maladie, ayant ou n'ayant pas d'expérience artistique. J'ai eu des patients qui ne parlaient plus du tout et qui étaient capables de dessiner des choses absolument magnifiques. Il n'y avait pas besoin de paroles parce que leur travail exprimait quelque chose. France Alzheimer, depuis très longtemps, exprime haut et fort toute l'importance de ce qu'on appelle les thérapies non médicamenteuses auprès des malades Alzheimer ou apparentés. On sait très bien s'occuper des malades Alzheimer avec toute cette panoplie de ce qu'on peut appeler globalement les thérapies non médicamenteuses. Et on sait aujourd'hui, tous les médecins même le disent, que l'utilisation de ces thérapies vont retarder l'évolution de la maladie. Elles sont donc extrêmement importantes et nous nous appliquons dans la mesure de nos moyens d'exprimer toute cette importance. Il y a énormément de sensibilité, parce que tout ce qui est sensible reste. Et c'est pour ça, je pense, que les ateliers d'art marchent très bien aussi. C'est parce que toute la sensibilité est là, elle est là à fleur de peau. Et est-ce que vous voulez dire quelque chose aussi, Jackie, sur ce qui se passe ici, ce que vous faites, ce que ça vous apporte? Oui, il se passe des choses qui sont très bonnes. Mm-hmm. On met sur pied des peintures qui sont d'abord pensées. C'est pas simplement des peintures vues comme ça, elles ont été pensées. Mm-hmm. Et à partir de là, et en fonction des critères qui dominent, on réussit à faire des choses qui sont très belles. Mm-hmm. Qui sont très belles et qui ont d'ailleurs un succès certain lorsqu'elles vont ailleurs, quoi, lorsqu'on les présente. Alors, la plupart des familles sont complètement sidérées de voir que leur malade qui est à la maison peut paraître un petit peu à l'écart d'activités diverses, soit capable alors de réaliser et de s'impliquer, peut-être dans la peinture qu'il n'a jamais faite, etc. Nous savons que les personnes ayant Alzheimer sont sensibles aux couleurs, aux formes, au rendu, et qu'ils appréhendent la création avec réalisme, dans le moment, que leur cerveau donne une signification aux objets créés. Les activités créatives sont une mine d'or dans laquelle on peut piocher pour développer une communication non verbale, liée aux émotions. Lorsqu'on leur donne de la peinture, des feutres, n'importe quel outil de création, leurs mains et leurs muscles entrent en action. Des ressources en eux sont sollicitées qui sont véritables et engageantes. Des ressources qu'on ne sollicite pas dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on s'assoit autour d'une table, qu'on engage une conversation pendant un repas ou qu'on lit un article puis qu'on commente les manchettes des journaux. L'art et la création contournent les limitations. Elles vont droit au point fort de la personne. Les gens avec Alzheimer ont une imagination intacte jusqu'au dernier stade de leur maladie dégénérative. Amener les personnes au musée est une expérience tout aussi stimulante. Une expérience qui semble libérer les émotions, la parole et les souvenirs encore plus fortement. À tel point qu'il devient difficile de discerner qu'on a affaire à un groupe Alzheimer. C'est en fait la terrasse d'un restaurant qui domine la rivière. D'ailleurs, si vous regardez bien à l'arrière-plan, vous pouvez voir des voiles. Le tableau s'appelle le déjeuner des canotiers, car une partie des gens attablés ici a été faire du bateau et s'est arrêtée dans ce restaurant pour déjeuner. Voilà pourquoi cet homme-ci porte une tenue de rameur. Et il a les bras dégagés pour manœuvrer les rames. Et cet homme-là, à gauche, porte le même maillot.
si ce n'est que c'est lui qui leur a loué les bateaux. Ah, je vois. Oui, et son nom est Alphonse Fournaise. C'était le fils de celui qui a créé l'endroit. Il donne l'impression d'être le patron. Oui, n'est-ce pas? Il en a la posture, en tout cas. C'est exact. C'est bien observé. Et il devait faire chaud, car ils sont nombreux à porter des chapeaux de paille. C'est sûr que ça doit taper quand vous ramez sur l'eau. Vous avez besoin de vous protéger du soleil. Car j'ai vu d'autres tableaux que Renoir a fait des gens dans les bateaux, et il portait effectivement ces chapeaux de paille. Renoir et Lautrec, est-ce qu'ils s'imitaient? Je pense que Lautrec s'inspirait de Renoir, car Renoir était un peu plus âgé. Ah, je vois. Car il y a une certaine similitude, n'est-ce pas? Oui, une similitude dans leur thème. Bien que Toulouse-Lautrec peignait plutôt des intérieurs, des cafés, la nuit, des lampadaires, alors que Renoir était plus un peintre d'extérieur et du soleil. Renoir, approchant de la quarantaine, a dû abandonner ses habitudes de célibataire endurci, car il venait tout juste de rencontrer une femme dont il était tombé amoureux. La raison pour laquelle il a peint un si charmant personnage, c'est qu'il s'agit de la femme qu'il va bientôt épouser. Elle est si mignonne avec ses fleurs sur son chapeau, son petit chien dans les bras. C'est une personne dont on aimerait faire la connaissance, n'est-ce pas? C'est intéressant comme il l'a placée dans un coin. Et pourtant, votre regard n'est attiré que par elle. C'est que lui était attiré par elle. Vous avez dit? Il était attiré par elle. Oui, on voit que l'artiste était attiré par elle. Il lui a prodigué toute son attention. Même son chapeau est orné de décorations très élaborées. Ça ressemble à mon enterrement de vie de garçon. Vous y êtes allé au bord de la Seine? Non, j'ai vu beaucoup de photos qui montrent à quoi ça ressemble, mais je n'y suis jamais allée. Achetez votre billet. Achetez mon billet? Allez-y. Et toi, tu vas quand? J'y suis allé plusieurs fois. D'abord en célibataire, puis avec Lise quand nous étions mariés. Vraiment? Bien sûr, j'économisais et j'avais l'habitude de me payer un beau voyage. Le Louvre est l'un des plus récents partenaires d'un programme créé par l'association ARTS, Artistes pour Alzheimer, qui cherche à créer une rencontre entre l'art et les malades d'Alzheimer. Du Musée d'art moderne de New York à la National Gallery of Australia à Canberra, cette initiative originale a attiré l'adhésion d'un nombre croissant de musées de par le monde. Elle contribue surtout à changer l'image de la maladie en tendant à prouver que l'art peut avoir une action bénéfique sur le comportement des malades. L'idée, c'était qu'ils participent et qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on essaye de rechercher ensemble ce que le peintre avait voulu exprimer. De notre part à nous, dans l'équipe de l'association, ça a été de faire des recherches en histoire de l'art sur, au départ, différentes pistes d'explication. Pourquoi tant de personnages? Qu'est-ce qu'il avait bien voulu dire ou des choses comme ça. Et j'ai posé aux malades des questions très, très ouvertes. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles impressions aussi les personnages? Quelles émotions ils peuvent, leurs traits peuvent traduire? Ou qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'histoire? À côté d'elle, la Joconde, c'est une garce. Ah oui? Moi, je trouve. Enfin, elle a une tête, on ne fait pas confiance. Oui. Tandis qu'elle, elle a quelque chose de... D'innocent. Oui, peut-être d'innocent.